J'ai demandé à nos deux amis, Com et Maximilien, de nous rejoindre autour de la table. L'une de leurs collègues nous rejoindra encore d'ici une dizaine de minutes. Outre qu'ils tireront, après les derniers discours, des conclusions, ou j'en sais rien, si c'est des conclusions, des remarques sur ce qui s'est déroulé, je trouvais normal, pour une table ronde qui concerne aussi les jeunes et l'esprit critique, de leur demander d'être présents pour réagir, interagir, voire poser à leur tour une série de questions. Quelques-uns de nos intervenantes et intervenants ont dû s'absenter et nous demandent de les excuser, ce que j'imagine nous faisons immédiatement. Moi, j'ai une première question que je lance un peu à la cantonade. Il a été beaucoup question de l'importance de l'esprit critique, de l'acquisition de l'esprit critique, de la vérification des sources, de la vérification des faits, de séparer opinion des faits, etc. Mais ce qu'on a peut-être un peu moins évoqué, c'est la variable temps. Le temps. Cher confrère, tu ne me démentiras pas, il y a le fact-checking dont tu t'occupes, et puis il y a ce que le rédac-chef où les équipes de rédaction imposent comme cadence pour pouvoir remplir les colonnes, remplir les journaux sur les antennes radio ou télé, ou répondre dans une interaction au bout des doigts et des pouces qui consultent les réseaux. Et la variable temps n'est pas forcément toujours celle qui sert le mieux le travail que tu fais. Alors cette variable temps, qu'est-ce qu'on en fait? On dit « j'exige du temps, chef » ou on se dit « bon, ben, tant pis, on fait avec ». Alors, premier test, est-ce que ça marche? Ouais. Vous m'entendez? Ça semble. Merci. Je nous impose et je nous inflige le même timing. Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, je suis désolé, ça va sonner un petit peu corporatiste, mais on a la chance au monde. Ça arrive. Ça a sonné littéralement, pas seulement corporatiste. On a quand même la chance d'être dans un journal où on se donne le temps de vérifier nos informations et on sait qu'il serait bien plus grave pour nous, pour le lecteur, de publier un article écrit trop vite dans lequel il y aurait des erreurs, a fortiori un article de vérification, plutôt que d'arriver en retard avec un article solide. Donc il en va un petit peu quand même de notre crédibilité. Donc j'ai envie de dire qu'on préférera toujours prendre le temps, quitte à arriver trop tard. Ça ne veut pas dire que c'est idéal dans le monde de la lutte contre la désinformation, où là on est effectivement face à une temporalité qui est très spécifique. C'est qu'une rumeur en chasse une autre. Et pour le dire de manière un petit peu caricaturale, vous savez qu'une rumeur, son temps de vie va souvent être de 3-4 jours, à partir duquel une autre va prendre le relais, en tout cas dans les sphères qui en produisent et qui cherchent à les répandre au maximum. Et puis enfin, il y a une limite qui est purement structurelle, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. C'est cette idée que dire quelque chose de faux ou de manipulateur, ça va extrêmement vite, mais par contre, pour prouver de manière méthodique pourquoi c'est faux, ça prend énormément de temps. Donc il y a une asymétrie structurelle qui fait qu'en tant que journaliste de vérification, on va prendre le temps d'appeler des spécialistes qui vont nous expliquer en quoi tel ou tel élément est plus compliqué que ce qui paraît, mettre de la nuance, mettre du contexte, etc. À la fin, on aura appris plein de choses, mais il y aura déjà 8 autres rumeurs qui auront été pondues beaucoup plus rapidement. Oui, ce qui est remarquable, et j'en discutais tout à l'heure avec William en aparté, c'est que pour autant, les chiffres globaux du lectorat du Monde ne faiblissent pas, que du contraire, dans la version électronique, en tout cas avec l'apport électronique, et que donc ça peut être rassurant sur le fait que le public ne désavoue pas le temps que vous prenez à la vérification. Donc la certification de ce qu'il y lit prévaut sur l'instantané, manifestement. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais mais il y a un enjeu très clairement d'apporter une information solide, fiable, et s'il s'agit de sacrifier une part de réactivité à ça, c'est quelque chose qu'on accepte de faire. Ouais, vous répondez en cela
à un bouquin qui devrait, mais bon, peu le lisent encore, mais qui devrait être pratiquement la Bible dans nos métiers, c'est celui d'Albert Duroy, Le Serment de Théophraste, où il évoquait lui-même sa situation, sa mise en situation comme patron de rédaction, où il a préféré pour une info non vérifiée ne pas faire la une, alors que d'autres ont fait le buzz avec. Il s'est révélé que l'info était exacte, mais il m'a dit « j'ai toujours préféré être du bon côté de la recherche que dans la prise de risque ». Moi, je me tourne déjà une première fois vers vous, les amis. Est-ce que cette notion de temps, de rapidité, est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans votre réflexion quand vous consultez ou quand vous reproduisez un certain nombre de choses? Comme? Oui. Bon, en ce qui est du temps, on est beaucoup influencé par cette limite de temps qu'on a dans tous les enjeux politiques, culturels, sociaux, comme par exemple le réchauffement climatique. C'est une problématique où il y a une énorme pression de temps, et pas pour jeter la pierre à quiconque ou à n'importe quelle génération, mais ce problème, on en est conscient déjà depuis un moment. C'est pas... Je peux citer Chirac qui avait dit lors d'un discours « Notre maison brûle et nous, on regarde ailleurs ». Le rapport Brundtland, début des années 90, si je me souviens bien. Exact. Et on a décidé de prendre le temps. On a tellement pris le temps qu'on n'en a plus. Et en ajoutant à cela un monde qui évolue toujours plus vite, avec des moyens de communication qui vont toujours plus vite, avec le relais de l'information qui va toujours plus vite, on est dans cette notion de vitesse, et en ajoutant cela la pression, on se demande si en fait on a encore le temps, et si on doit prendre le temps, notamment encore une fois pour remettre en contexte avec l'esprit critique, est-ce qu'on a le temps de vérifier les informations qu'on voit? Est-ce que les informations qu'on voit, est-ce qu'on a pris le temps déjà de les écrire correctement? Est-ce que les gens qui les ont écrits ont pris le temps de s'informer correctement? Donc on est dans une société qui est sous une énorme pression, on n'a plus le temps, et c'est angoissant. C'est angoissant. Mais est-ce qu'il y a encore en fait un espoir? Je ne sais pas. Bah, s'il vous plaît, gardez-le. Hein. L'espoir, je veux dire. Faites-le. Kaltoum Amouli, je vous voyais opiner positivement du chef, là. Oui, c'est important cette notion de temps, je suis assez d'accord. Et les nouveaux outils d'intelligence artificielle, le numérique le faisait déjà, mais les nouveaux outils d'intelligence artificielle intègrent ce temps court. Vous interrogez, et hop, ça répond instantanément. Il y a cette notion d'instantanéité, d'immédiateté qui est liée à l'efficacité. Et ça met en difficulté les acteurs de l'éducation. Et j'entends pas que les enseignants, hein, les acteurs de l'éducation populaire, permanente, je crois que vous dites en Belgique, les acteurs des médias, les acteurs culturels, hein, les bibliothécaires, parce que l'éducation, c'est forcément le temps long de la formation d'un esprit qui devient critique, qu'on espère critique, et clac, ça se heurte. Donc ça met les acteurs de l'éducation en difficulté, ça. Ces outils qui arrivent et qui sont fondés sur instantanéité, efficacité, immédiateté, etc. Oui, je confirme. J'ai interrogé pendant notre session matinale ChatGPT sur son avis sur les rencontres européennes de Luxembourg. Je ne livrerai que contre monnaie sonnante et trébuchante la réponse qu'il a fournie. Et puis j'ai interrogé Gemini sur l'esprit critique. Et c'est intéressant, mais c'est stressant de voir à quelle rapidité il soumet un certain nombre de choses dont certaines sont parfaitement fausses. Donc voilà. Vous souhaitiez réagir, Maximilien, je vous en prie. Je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Fonctionne le deuxième? Sinon, prenez celui-là. Merci. I hope it's okay if I do this in English quickly. So, of course. Thank you. I saw a while ago that there was this artificial intelligence program that actually built in time into its process. So it would have its answer ready in, say, 5 seconds, but it would wait another 20 before delivering it to the person who asked it. So that essentially the person who asked it would have more trust in the results because they took longer to get. And that if it had been delivered in 5 seconds, which is the time it actually took to produce it, the person who asked the question wouldn't trust the answer enough.
So the people who are creating these programs know very well that there's something wrong about the instantaneity of the results, and they're building in buffer time to trick people, essentially, into believing that the research is more meticulous than it is. Thank you for that. Very important, of course. Oui, Arnaud. En fait, le problème, c'est parce qu'il a été rééteint, enfin, ou il serait éteint tout seul au bout d'un moment. La question du temps est effectivement un enjeu très important. Et ça l'est d'autant plus que ça peut devenir une ressource pour justement ceux qui font de la désinformation. Et je pense à Steve Bannon, un des conseillers de l'extrême droite américaine et donc de Donald Trump, qui parlait de « to flood the zone », hein, d'inonder la zone, avec cette idée que finalement, il faut dans le flot continu d'informations, je dirais le maelstrom de tout ça, il ne faut pas hésiter à sortir un truc puis un autre, etc. Et que le temps que les journalistes s'occupent à essayer de débunker une première, il y en a déjà 2 autres. Donc c'est même plus 3 ou 4 jours. Là, c'est une instrumentalisation politicienne parfaitement lucide, et on le voit à travers Donald Trump qui, depuis qu'il est arrivé, monopolise l'attention. À peine qu'il a commencé à parler d'un truc, on parle d'autre chose, on n'a même pas fini de vérifier, etc., qu'on est déjà sur autre chose. Et effectivement, il y a une instrumentalisation de ce phénomène qui a très bien été analysé par le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, hein, avec son livre « Accélération », qui est un livre tout à fait extraordinaire, ce que j'appelle dans mon langage un livre paradigmatique, au sens vraiment, on se dit, voilà, une fois qu'on l'a lu, on voit les choses un peu différemment. Et il a très bien mis en valeur le fait que c'était un des mots, MAUX, de notre société, ce fait qui est, lui nous dit, il y a 3 accélérations, hein, qui sont ensemble. Une accélération du changement social, une accélération des progrès technologiques et une accélération de nos rythmes de vie. Parce que regardons, nous-mêmes, nous sommes très demandeurs aujourd'hui de pouvoir faire 10 choses en même temps, de faire, je fais de la gym tout en écoutant mon podcast, je fais machin en faisant ça, enfin bon, etc. Avec cette impression qu'on va perdre du temps si on le comble pas. Donc c'est un des maux de notre société, et effectivement, du coup, dans le monde de l'information et de la désinformation, on retrouve des problématiques liées à l'accélération. J'ai envie d'un peu, sauf si quelqu'un souhaite encore. Oui, bien sûr, Sylvie, bien sûr. Oui, rapidement. Sur la notion de temps, en France est apparu le concept de parcours. Parcours citoyen, parcours éducation, médias, information, parcours de santé. Et donc ce concept de parcours, il me semble parlant parce qu'il s'inscrit dans le temps long, en tout cas dans tout le temps de la scolarité, de l'école maternelle jusqu'à l'obligation 16 ans de sortie scolaire, voire plus. Donc déjà, c'est un concept qui montre qu'il faut du temps pour apprendre à exercer son esprit critique, en acquérir, etc. Il y a aussi la notion de compétence psychosociale qui a été introduite dans la formation et qui sont des compétences que l'on va acquérir tout au long de la scolarité. Par exemple, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir résoudre des problèmes, avoir un esprit critique, tout ça va ensemble, et ça va aussi s'apprendre dès le plus jeune âge avec des albums jeunesse jusqu'à l'adolescence. Ensuite, sur l'accélération du temps, nous partageons les mêmes, parce qu'Hartmut Rosa, effectivement, c'est très intéressant, et il montre que cette accélération du temps, quelque part, c'est aussi une volonté néolibérale qui veut que le temps nous échappe, et finalement, on serait quelque part un peu soumis à des forces qui, enfin, bon, je le dis pas de la même, mais voilà. Donc ça, ce sont des discours où il y a des idéologies aussi, hein, qui visent à la manipulation,
qui vise à semer la peur aussi, à des discours de peur. Et puis, par rapport à l'infodémie, effectivement, comment prendre le temps lorsque vous avez des masses d'informations, comment décrypter, recouper les sources, parce qu'on nous dit qu'il faut bien sûr recouper les sources, le pluralisme des médias, ça participe de la démocratie, d'avoir plusieurs sources. Mais voilà, donc c'est une vraie question, le temps, effectivement, parce que vous avez des chaînes d'information continue, alors qu'au départ, la télévision en France, il y avait une chaîne avec un programme. Le ministère regardait le programme, vérifiait si le conducteur convenait. On censurait ce qui ne convenait pas. Aujourd'hui, vous avez une pluralité d'acteurs avec cette complexité et effectivement, le rapport au temps est modifié. Oui, avec un tropisme que je me permets de rajouter, c'est que dans les chaînes d'information continue, la mise en lumière ou l'emphase donnée de manière récurrente pendant toute la journée à un même fait lui peut provoquer un effet effectivement de loupe qui vient complètement fausser l'importance réelle du fait en question. J'ai envie de vous poser une question d'abord à vous, comme Maximilien. Est-ce que vous avez le sentiment, après tout ce que vous avez entendu, que vous-même, votre génération, vous êtes plus lucide que, on va dire, les adultes ou les seniors qui sont ici dans la salle et nous sommes majoritaires? Nous sommes majoritaires, c'est une menace? Ouais. No way. I wouldn't say necessarily more aware or less aware. I think on average, most generations have a pretty similar level of awareness. I mean, there's a lot of talk that social media is making our generation less aware, but for your generation, it was print media and television. So there's always the same systems that feed in information that you're supposed to know and keeps away the information that you're not supposed to know. And the reactions so far have been pretty similar. I think we talk a lot about an information revolution, but at the end of the day, once the power is concentrated enough, the information stays just as limited as it was before. And in general, I find that my generation hasn't particularly made any leaps or steps towards being more informed or more aware or more critical than your generation was at our age. Comment? Alors, je veux dire qu'une génération est plus au courant qu'une autre, c'est impossible. Enfin, je ne pourrais pas généraliser de la sorte. Qui plus est, pour moi, je suis né dans un environnement, dans une certaine famille, une certaine classe sociale, dans un système scolaire qui fait que ça forme ma conscience, ma volonté d'être au courant de ce qui se passe, de former mon esprit critique. Et c'est quelque chose qui n'est pas comparable au sein d'une génération. Merci. Est-ce que notre génération est plus au courant? Elle est certainement, comparativement à votre génération, à notre âge, plus au courant de ce qui se passe dans le monde. Ce qui n'implique pas qu'elle y réfléchisse plus et agisse plus. Mais forcément, avec les réseaux sociaux, la télévision, notre génération voit, c'est surtout aussi par le biais visuel, voit et sait ce qui se passe. Et c'est une histoire de le comprendre qui, à mon avis, est intergénérationnelle. Ça dépend de quelle catégorie de personnes on parle. Si je me suis permis aussi de les interpeller, c'est parce que même sans jouer la culpabilité à 2 balles, je l'évoquais quand même ce matin, le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce monde numérique, ce monde des réseaux sociaux, ce monde des évolutions rapides, c'est celui que nous avons façonné, d'une manière ou d'une autre. Intergénérationnellement parlant, c'est eux qui en héritent, mais c'est nous qui l'avons fabriqué. Alors, sans faire de culpabilité, la vraie question, c'est l'a-t-on façonné un peu comme le golem, sans se rendre compte de ce qu'on faisait ? On a laissé filer ça en se disant on verra bien ce que ça donne? Sur l'Internet, plutôt oui. C'est-à-dire que ça sort de programmes militaires au départ américains, ARPANET, et puis ça sort par beaucoup de libertariens. Qui voit le moyen justement de diffuser la parole publique,
peut-être même pour certains, dans une idée finalement d'égalisation de la condition d'accès à la parole publique. Et donc, ça s'est développé au départ assez, comment j'allais dire, sans visée stratégique très très claire. Et puis, au bout d'un moment, on a vu, effectivement, j'allais dire, les monstres se construire. Parce que, à partir d'initiatives individuelles, sans faire dans la mythologie des mecs qui bricolaient ça dans leur garage, mais enfin, c'était un peu ça l'idée au départ. Et puis, il commence à y avoir des marchés, il commence à y avoir de l'argent, il y a des gens qui investissent, ils y croient, etc. Et puis, on a vu le monstre se produire. Et de ce point de vue, je pense que, par exemple, les États-Unis, en tant que société, sont extrêmement coupables d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas mis en œuvre leurs propres principes auxquels ils croyaient eux-mêmes, d'après ce que leur pratique, c'était de ne pas avoir appliqué des lois qui existaient sur la concentration excessive. Et on a vu comment un certain nombre, que ce soit Google, Facebook et autres, ont racheté certains produits pour les tuer, pour tuer de la concurrence, racheter certains produits pour piquer leur technologie qu'ils développaient sur certains points, sur la publicité ou autre, et les intégrer dans leur propre système. Et puis, dans le cas du groupe Meta, dont le nom veut tout dire, de racheter Instagram, etc. Enfin bref, et de construire comme ça une nébuleuse. Bon. Et donc, oui, il y a un début qui est plutôt libertarien, et il y a une fin qui peut être compatible d'ailleurs avec le maintien d'une certaine idéologie libertarienne du côté du refus des impôts, de ceci, de cela, mais qui est une logique ultra-capitaliste et dont une partie des modalités de fonctionnement sont des modalités de fonctionnement qui, manifestement, ne nous encouragent pas à avoir un libre usage de la chose, mais au contraire, nous conditionnent vers certains usages, vers certaines façons de faire. Oui, puisqu'on en était à évoquer Meta, une chose et une question, vous demandez votre rapport à l'info, mais c'est vrai qu'ici récemment, lors de sa convention, Zuckerberg portait un t-shirt assez emblématique, Out Zuck, Out Nihil, ou Zuck ou rien, je pense que ça veut tout dire, mais il annonce dans le même temps, voilà, comme mes concurrents, je cesse le fact-checking sur mes outils. Et ça n'a pas l'air de soulever la colère ou le même état de colère que d'autres déclarations, par exemple, à propos de X. C'est une question assez complexe, puisque les relations, je pense, des rédactions de vérification avec Meta sont complexes elles-mêmes. Ce qui est certain, pour avoir vu et lu des boucles de mails entre journalistes, c'est que les prises de position de Mark Zuckerberg ont profondément heurté une profession, c'est certain. Elles ont pu paraître insultantes, notamment dans la mesure où Mark Zuckerberg a accusé les journalistes de censurer l'information. Ce qui est un retournement, oui, ce qui est un comble, puisque techniquement, Mark Zuckerberg et Facebook sont allés chercher des médias qui étaient par ailleurs assez contents qu'on leur propose des partenariats rémunérés à un moment donné où d'un point de vue financier, il était très compliqué de subvenir aux besoins du journalisme de vérification. Ça a consisté à quoi ces partenariats? Ça a consisté essentiellement à ce que des journalistes passent du temps sur Facebook, parfois via des outils mis en place par Facebook, pour identifier des contenus à la fois viraux et trompeurs, et rédiger des articles à ce sujet. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai eu connaissance de journalistes qui aient eu ne serait-ce que les moyens de censurer quoi que ce soit. Toutes les suppressions de postes, et il y en a eu, ont été des décisions internes à Facebook ou aux sous-traitants de modération de Facebook. Donc c'est vrai que c'est une déclaration qui est quand même beaucoup plus politique qu'autre chose. En tout cas, elle ne dit qu'une réalité très 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 partielle de ce qu'étaient les collaborations avec Facebook.
Quelqu'un souhaite réagir? Oui. Juste rajouter un mot, et ce qui est terrifiant aussi, c'est de voir avec quelle bonhomie il vous explique que finalement il y a beaucoup mieux que le fact-checking fait par les journalistes professionnels avec la déontologie, etc. C'est de laisser finalement la communauté s'autoréguler, ce qui est une vaste blague. Mais c'est du foutage de gueule, mais au carré, quoi. Enfin, c'est impressionnant de voir qu'il prétend que si on permet à la communauté d'ajouter, comme c'est le cas sur Twitter, des petits mots, etc. En plus, tout le monde sait que tout ça est biaisé complètement, puisque, alors, sur Twitter, sur X, pardon, on a déjà montré que, par exemple, la plupart des posts de Elon Musk ne faisaient pas l'objet d'une recommandation, enfin d'une note bon voilà, parce qu'ils l'avaient construit comme ça, hein, mais c'est une vaste blague parce que tout ça, on continue à avoir une boîte noire sur quand Facebook, X autorise ou non ces notes à être publiées. On sait que ça peut être tout à fait filtré, donc il y a des propositions de notes qui ne sont pas retenues. Ça peut être instrumentalisé par un groupe qui se met massivement sur quelque chose pour mettre une note négative sur un truc qui est tout à fait vrai, mais parce que bon, enfin bref. Et donc c'est l'absence absolue de toute transparence, là où un travail journalistique de fact-checking repose sur un certain nombre de principes, que c'est assumé par des journalistes, hein, parce qu'après, si vous êtes planté, c'est tant pis pour vous, hein, les gars, voilà. Et au moins, on sait à qui on doit le reprocher. Donc, non seulement il y a cette volonté de se séparer, mais en plus, il y a ce faux semblant, ce cache-sexe qui est présenté, qui est là aussi, je pense, vraiment un bras d'honneur fait au métier et un mauvais coup fait à la démocratie. Réaction, Kaltoum Mamouli? Oui, je voudrais rebondir sur ce qui est dit. En fait, ça m'inspire une lecture qui s'appelle « Critique du numérique, numérisation de la critique » et qui montre, alors j'ai pas l'auteur en tête, je crois que c'est Monsieur Chanu, c'est un ouvrage collectif, et qui montre en fait que l'espace numérique ouvre des potentialités extraordinaires pour la critique. Regardez le mouvement des logiciels libres. Il se développe en résistance au mouvement mercantile des Microsoft et compagnie. Regardez dans les pays dictatoriaux, comme les gens se saisissent des réseaux sociaux pour montrer ce qui se passe, que l'on ne verrait pas sans ça. Et je trouve qu'il y a aussi ça qu'il faut voir dans ce que l'on est en train de dire, c'est qu'il y a une potentialité pour la critique et la résistance incroyable. Et je dirais qu'il faut s'en saisir, ou il faut réussir à s'en saisir autant qu'on peut, quoi. Mais merci de cette précision. Sylvie, bien sûr, Sylvie Pierre. Oui, effectivement, c'est une communication horizontale alors qu'elle était verticale. Donc, elle peut permettre des échanges, etc. C'est très positif. Maintenant, on voit aussi les dérives, les limites. Ce qui m'interpelle, c'est qu'un outil comme Facebook appartient à une personne. C'est que là, il y a une telle concentration que le pouvoir dans les mains d'une personne, ça fait froid dans le dos, parce que là, ça peut paraître comme vraiment un pouvoir sur la planète, en fait, parce que c'est quand même plusieurs milliards de personnes qui ont accès à ces réseaux, enfin qui utilisent les réseaux. Autre chose, ça m'interpelle aussi sur la réglementation. Nous n'avons pas beaucoup évoqué la réglementation. Et il y a ce dilemme entre la liberté d'expression, la liberté de communiquer, qui est fondamentale dans nos droits fondamentaux européens et en France. C'est la liberté garantie par la loi, etc. Et puis d'un autre côté, peut-on tout laisser dire, tout, donc haine en ligne, etc. Donc il y a eu une réglementation récente avec déjà la réglementation de la protection des données, puis le Digital Services Act, etc. Donc la réglementation peut-elle être une réponse à des dérives? Parce que comme tu l'as dit, les réseaux peuvent être positifs en termes de communication, de création de communautés. Des recherches ont montré que ça permet aussi à des personnes isolées de pouvoir échanger sur
différentes choses, donc c'est très bien, c'est positif, mais en même temps, comment réglementer tout ce qui concerne des dérives aux droits fondamentaux, à la dignité humaine, à ces valeurs fondamentales, universelles, à l'intégrité humaine. Voilà, donc ça, c'est une question qui m'interpelle, hein, la réglementation, à voir quels effets va avoir cette réglementation. Avec les États-Unis et ce qui se passe, j'ai un doute. Ça va être une guerre, quelque part, de l'information et de... Voilà. Donc, Oui, je vous en prie. Le point principal, à mon avis, sur cette instrumentalisation des réseaux sociaux, comme on a vu avec Elon Musk et le réseau X, c'est il réussit à justifier l'extrême. Par exemple, comme j'avais dit tout au début, 3000 tweets pendant une campagne électorale, à dire absurdité sur absurdité. Alors les médias comme nous, les humains, etc., nous avons un seuil de... À partir du moment où on n'arrive plus à comprendre, ou du moins on a une limite d'assimilation. Au bout d'un moment, on sature. Et à force de dire absurdité sur absurdité, Elon Musk, comme Donald Trump, arrive à normaliser des propos qui sont tenus. Donc c'est la fenêtre d'Overton, un petit point social, c'est le cadre d'acceptabilité des idées sur lesquelles on peut débattre. Donc un exemple, comme on avait dit précédemment, l'utilisation des téléphones au lycée. C'est quelque chose dont on peut débattre, qui n'est pas absurde, tout le monde n'est pas d'accord, mais on peut en débattre. Par exemple, l'esclavage, rétablir l'esclavage, si on vient à proposer cette idée, on va vous regarder bizarrement, et pour le bien de tout le monde. Et pourtant, il y a 200 ans, 300 ans, c'était tout à fait normal. Donc on arrive à faire sortir des thèmes, des sujets de cette fenêtre d'Overton, et heureusement, et on arrive à en faire rentrer de nouveau, comme par exemple le droit de vote pour les femmes, quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait normal. Il y a des années et des années, c'était impensable d'en parler. Et ce que Elon Musk fait, comme Donald Trump, c'est élargir cette fenêtre d'Overton à coups de pied de biche. C'est-à-dire en disant absurdité sur absurdité, avec le summum qui a été atteint avec son salut romain, qui était tout sauf un salut romain, et penser que faire ce geste était un geste dû à l'excitation et qui n'était pas calculé, c'est tout au mieux naïf, d'après moi. Et le temps que les médias et nous, la population, avons assimilé ça et on s'est dit non, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas laisser passer ça. Donald Trump reparle d'aller prendre le Groenland par la force. On sature et on n'arrive plus à se rendre compte de ce qui est acceptable ou non, et on n'arrive plus à réprimer et à agir contre ces absurdités qui nous rappellent les horribles années qu'on a vécues il y a 80 ans maintenant. Merci pour cette déclaration plus que lucide. Ce qui m'amène évidemment à vous questionner, vous, et à nous questionner, nous, autour de l'aspect social. On l'a effleuré, évoqué, parfois certains intervenants l'ont contourné, pour le dire prudemment. Vous l'avez dit vous-même, comme issu d'un certain milieu social, etc. Vous avez la chance d'avoir intégré un établissement qui est considéré comme l'établissement d'élite au Grand-Duché. Est-ce que vous avez la perception, le sentiment, en connaissant peut-être plus largement, au-delà de votre propre milieu social, les choses, que vous êtes privilégié à cet égard et que parler de développement de l'esprit critique, ça ne peut pas se faire sans prendre en compte la dimension du milieu social où on est? Si je puis dire, c'est horriblement arrogant et ça flore l'audace et être odieux, pour moi en tout cas, de dire qu'il faut promouvoir l'esprit critique.
des milliers, des millions d'enfants rêveraient de pouvoir intégrer un système scolaire qui leur permet comme seul problème, en tout cas à penser, d'être plus critiques sur leur environnement. Tout le monde n'a pas le temps, en tout cas le temps que moi j'ai, que nous avons, de penser à ce genre de problème. Et c'est plus qu'important de garder en tête que, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, que je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié. J'habite au Luxembourg, je suis à l'Athénée du Luxembourg. Moi, mon problème, c'est de savoir si je vais avoir une suffisante ou une insuffisante au prochain examen d'histoire. Tout le monde n'a pas cette chance-là. On téléphonera votre prof. Par exemple. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et d'être là et d'en parler, je me trouve à la limite de la légitimité de pouvoir le faire. De votre côté, Maximilien? Yeah, absolutely. I agree. I feel a little bit ridiculous sitting here talking about what we should do, what we shouldn't do. Not only because I haven't lived very long, but because I've lived in a very certain space. I was brought up in certain ways. And it's a bit rich to lecture people on how they should think and how they should go about processing their information, especially when there are people in the world who have to worry about very, very, very different things. For example, in Gaza, there are children who are making sure that their little siblings have enough to eat in the evenings. And that's not a problem that I have, and I'm very pleased that it's not a problem that I have, but it's a problem that we have to keep in mind that other people have. But I think, on the other hand, it is important that we have these discussions here, because in a certain way it is the only place we can have these discussions. You can't stop people with the problems as severe as that to ask them to think a bit about critical thinking. And since we have the opportunity to have these discussions, since we have the opportunity to think through these things, it's also our duty to think about them and discuss them and think about them. And I think it's very important that we're doing that today. Je souhaitais votre réaction parce qu'on a évidemment beaucoup promu l'idée que c'est la tâche de l'enseignement, entre autres, et de l'éducation, ce qui concerne plus que l'école, d'éveiller, de développer, d'armer en quelque sorte à l'esprit critique. Mais il faut reconnaître que tous les établissements n'ont pas les moyens, n'ont pas les mêmes possibilités. Donc c'est assez inégalitaire quand même de se dire. En même temps, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans des conditions sociales difficiles ne peuvent pas développer leur esprit critique, mais peut-être avec plus de difficultés, et plus de difficultés à se faire entendre. Je me trompe ? L'école est égalitaire, donc les programmes sont les mêmes. Par contre, les outils, les méthodes, doivent partir des représentations que les élèves ont du monde. Ça, c'est une première chose, pas vouloir imposer quelque chose, mais plutôt apprendre à questionner, aussi à travailler sur la représentation du monde, les préjugés, les stéréotypes. On y travaille. L'esprit critique sur l'égalité filles-garçons, c'est dès l'école maternelle sur apprendre à se respecter, apprendre. Et donc, justement, et on voit que dès l'école maternelle, des garçons et des filles ont des propos déjà avec des préjugés, des stéréotypes. C'est frappant. Et quel que soit le milieu, c'est pas une question de milieu défavorisé, on aurait plus ou moins, c'est que l'être humain, l'individu, a besoin dans son éducation et dans sa formation de travailler sur ces questions pour se défaire justement de peut-être tout ce qui entoure dans le monde, tout ce qui va nuire à son esprit éclairé, son esprit critique et son émancipation, parce que les stéréotypes, les préjugés sont souvent des freins à l'émancipation, notamment pour les filles. Mais donc je ne ferai pas, parce que les programmes sont exactement les mêmes, les démarches sont les mêmes, scientifiques, un cours de sciences avec la méthode. Nous avons une maison de la science à Nancy pour la formation des enseignants, avec des démarches scientifiques, expérimentales, qui reposent sur l'esprit critique. Et nous accueillons énormément de classes, de tous les milieux, de toutes les écoles. Et cette démarche scientifique, là, ce ne sont pas les médias, c'est de la démarche scientifique. On observe un phénomène scientifique et on en déduit quelque chose, on pose des hypothèses. On est bien dans la démarche scientifique et dans l'esprit critique qui nécessite
justement de se questionner, de poser des hypothèses, de vérifier les hypothèses, etc., plutôt que d'apprendre tout fait. Et ça me... Puis après, j'ai un collègue qui a écrit, Daniel Favre, « Éduquer au doute et à l'incertitude ». Éduquer, d'ailleurs, pour les enseignants, mais d'une façon générale, ça me semble être vraiment important, c'est justement d'apprendre à douter, mais sans être dans le doute permanent, encore une fois, mais apprendre à douter et vivre avec l'incertitude pour pouvoir justement avoir une démarche pour appréhender le réel. Arnaud. Oui, rajouter un petit point. Pardon. Je mettrais en fait l'esprit critique à deux niveaux différents en matière d'éducation. Il y a l'esprit critique, j'allais dire, au quotidien dans la démarche pédagogique, parce que il y a éveiller les consciences, développer des méthodes de vérification, faire en sorte d'accepter, de voir les choses autrement, de penser contre soi-même. Et donc d'essayer, moi c'est ce que je considère que depuis toujours j'éveille mes étudiants à l'esprit critique quand je leur dis vous avez le droit de considérer que votre vision du monde c'est noir, 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 mais moi en tout état de cause dans une copie vous n'avez pas le droit de me laisser à penser en vous lisant que vous dites noir parce que vous ne savez même pas que blanc existe. Et donc, que vous fassiez des choix, c'est une chose, mais il y a un moment, il va falloir traiter l'objection. Il faut me prouver que c'est le fruit d'un traitement circonstancié qui font que, bon, vous savez qu'il y a d'autres façons de voir les choses, mais que... Et donc, vous avez fait un choix et vous allez le justifier, etc. Mais si vous me laissez croire que vous n'avez même pas pensé qu'on pouvait penser autrement, alors vous êtes fautif. Donc, pour moi, j'allais dire, c'est le quotidien des choses, dans le travail pédagogique, dans la transmission. Et puis, il y a une situation plus spécifique qui est liée effectivement à un monde de désinformation, pour faire simple, où là, il y a peut-être à s'interroger sur la mise en œuvre de missions spécifiques liées, par exemple, à l'éducation aux médias et à l'information, dans lesquelles on va générer de façon un peu plus spécifique, sur des enjeux plus particuliers, un esprit critique qui est aussi un esprit dans la réaction face à ce qui est diffusé dans l'espace public. Et à cet égard, il me semble que cette pédagogie ne s'arrête pas aux portes de l'école. Et moi, je dis, la lutte contre la désinformation, c'est comme le journal de Tintin, hein, c'est de 7 à 77 ans, quoi. Enfin, et on va essayer de mettre en place avec une ville des Yvelines, on fait une séance de brainstorming vendredi prochain. Bon, on est tombé d'accord sur le fait de dire qu'il faudrait essayer de mettre en place ce que j'ai appelé une véritable politique publique de lutte contre la désinformation, dans lequel, j'ai dit, bon, alors est-ce que vous avez un EHPAD pour qu'on y aille, quoi, hein, au sens, alors c'est peut-être un peu provoque dit comme ça, mais c'est cette idée que c'est transgénérationnel et que ce n'est pas la pédagogie au moment de la formation des âmes et consciences, mais c'est tout au long de la vie qu'il y a un défi spécifique qui est celui de la désinformation, face auquel il faut nourrir et armer le citoyen avec l'esprit critique. Et j'ajoute un dernier point. Parmi ces éléments, pour ma part, j'ai, dans le cadre du programme de facto, programme européen qui finance mon projet, eh bien en fait, je suis allé en lycée, c'est la première fois de ma vie que j'enseigne en lycée, en classe de seconde, pour essayer de commencer à faire quelque chose dont je ne suis pas encore du tout satisfait, mais au bout de 7 heures, mais je remettrai sur l'ouvrage mon métier pour continuer. En fait, moi j'ai proposé des kits de débiaisement, ce que les psychosociologues appellent le débiaisement, c'est-à-dire la prise de conscience de nos biais cognitifs, on en a tous, hein, moi le premier, et comment un certain nombre de rhétoriques mensongères, manipulatrices activent certains de nos biais cognitifs. Et donc, une façon d'armer les gens, c'est pas de faire du fact-checking, par exemple, mais c'est plutôt d'aller du côté de comment notre cerveau fonctionne. Et comment c'est notre propre cerveau qui fait qu'on peut se faire attraper, quoi. Hein. Donc, et ça, c'est pareil, c'est de 7 à 77 ans, c'est pas... voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs manières d'appréhender la chose, et c'est dans la richesse de tout ça, et en n'oubliant pas que ça ne s'arrête pas à l'école qu'on peut aborder les questions.
C'est assez intéressant parce qu'en vous entendant, j'arrive, en vous entendant sur débiaisement, je pensais aussi à déniaisement, parce qu'il y a peut-être ça aussi qu'il faudrait faire. Cela dit, je reprécise quand même encore mon propos. Excusez-moi, c'est aussi mon rôle d'être un peu provoque à mon tour. Vous ne croyez pas que c'est un discours pour l'école des nantis, ça? Parce que quand on rentre chez soi d'un établissement qui est un peu pourrave, où il n'y a pas forcément les outils, où l'ambiance est plutôt mauvaise et qu'on rentre chez soi, qu'on n'a pas forcément les outils informatiques, qu'il y a un bout de table pour faire son travail scolaire, vous croyez qu'on est devant les mêmes chances de développer son esprit critique? Moi, c'est ce que je voulais ajouter. C'était 2 sources que j'avais lues récemment. Le rapport parlementaire, la mission Flash de 2023, et qui parle non pas de déserts médicaux, mais des déserts de l'EMI, des régions où il ne se passe rien. Et le rapport du CNESCO de 2019, qui avait déjà montré qu'un établissement sur 2 faisait de l'éducation aux médias, parce que l'éducation aux médias et par les médias, c'est pas la même chose. Alors que ce même rapport montrait que les élèves qui avaient bénéficié d'actions d'EMI étaient plus sensibles à la question des sources, à la véracité de l'information que les autres. Bon, je voulais donner ces 2 sources pour montrer qu'il y avait encore à faire et beaucoup à faire. William et Sylvie? Ah, William. En fait, le problème, c'est que je ne me sens pas trop de parler sur la question de l'inégalité des chances, parce que je ne me sens pas tout à fait légitime sur ce sujet-là. Juste faire un tout petit pas de côté pour signaler que je suis assez sensible à l'idée qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'esprit critique s'il n'y a pas d'esprit d'autocritique. Et que, en tant que journaliste qui est beaucoup écrit sur la désinformation et fait de la vérification, ça n'a pas beaucoup de sens de se mettre du côté des solutions, des héros de la civilisation moderne face à la méchante mésinformation et désinformation, si on n'est pas capable à un moment donné de relever aussi ce qu'on a fait de travers. Je ne pense pas, par exemple, que le fact-checking, dont tu as esquissé une petite critique, mais insuffisante, je pense. Par exemple, si on est aujourd'hui dans une situation telle que la nôtre, avec un Donald Trump qui est revenu au pouvoir après avoir quand même... Tentez de nous convaincre qu'avaler de l'eau de Javel soignait le Covid, par exemple. Oui, la liste est longue. C'est le Washington Post qui a quand même énuméré plus de 30 000 fausses informations ou propos manipulateurs lors de son premier mandat. Que des articles qui ont été faits avec beaucoup de sérieux. Mais la limite de l'exercice, c'est que on ne dit pas grand-chose, en fait, une fois qu'on a dit qu'on est face à un menteur patenté. On a prêché les convaincus aussi. Oui, face à une polarisation de l'information, les articles de fact-checking sont souvent des articles assez techniques, souvent aussi joyeux à lire qu'une notice de médicaments. Ça a à peu près, je pense, autant de popularité qu'une notice de médicaments. Et c'est important de lire les notices de médicaments, mais juste, c'est pas ce qu'on a vraiment le plus envie de lire. Donc, il faut aussi qu'on prenne conscience en tant que journaliste que notre très modeste art pourrait être peut-être un peu plus efficace, un peu plus parlant, parler aux lecteurs et aux internautes d'autres manières. Par exemple, c'est une vraie question parce que je n'ai pas la réponse à ça. Le journaliste de vérification, dans son espèce d'éthique personnelle, essaye d'être tout à fait transparent, comme si on pouvait voir à travers lui, comme s'il était complètement désincarné, comme si, même dans sa langue, il y a une manière d'écrire qui est une espèce d'école du non-style. Il est l'objectivité personnifiée. On essaye de tendre un petit peu à ça. Mais finalement, est-ce que ça ne marcherait pas mieux si on était drôle ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'air de rien, tu parlais de culture LOL. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'extrême droite, n'a pas le monopole, mais en tout cas... On leur pose la question, il serait plus réceptif à ton travail version drôle? No, I just wanted to speak as well about what was said earlier about the equality of opportunity, especially in schools, and how some schools have less means than others. But I find it quite interesting that even in a school like this, which clearly has ample means to educate its students properly, and throughout the whole country, we have schools that are
very, very capable of educating their students in the way that they should be educated. Still, we had the headmaster, Mr. Heiser, come here earlier, and most of what he talked about in terms of critical spirit was extracurricular courses, so cours facultatifs, some of them which were organized by students. And we saw that the Minister of Education said very similar things about how it was many initiatives outside of regular classes which provided students with the skills that they needed to properly think critically through life and through the information they read. And I find that a rejection of responsibility. I find it a moral failing, because not all students, first of all, have access to these extracurricular activities. If a student comes from a disadvantaged family, they may have to go home right after school to take care of either their siblings or of sick parents, or to work a job to support their household. There are children who don't have the means to transport themselves to these activities, who don't have the financial means, because a lot of these activities come with fees and investments. And so for an educational system with means as significant as this one, to still decide that it is up to extracurricular activities and initiatives outside of school to properly educate its students is, for me, ridiculous. And that has to change, because it means that there are students who, in the richest country in the world, in one of the best funded education systems in the world, are still having to look outside for their education, which obviously, if they have the opportunity, they should, but not all have the opportunity to do so. And it excludes still underprivileged families and the children of underprivileged families. And it's something that we seriously have to take a look at in this education system here, because it's unacceptable. Thank you for that. That's very, very important. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit précédemment sur la question en rapport avec l'humour. Est-ce que vous pourriez juste la répéter, s'il vous plaît? En quelque sorte, William se demandait si son travail très précis de recherche, mais qui était parfois aussi sexy à lire qu'une notice de médicament, ne serait pas mieux reçu si c'était fait sur le ton plus drôle, par exemple. Certainement. Explorer des formats plus créatifs, s'inspirer davantage de ce qui se fait sur YouTube, quelque chose de plus incarné, quelque chose de plus... Certainement. C'est par contre un entre-deux qui est à trouver, entre arriver à ajouter une touche d'humour sans forcément décrédibiliser le travail fourni. L'humour, c'est déjà quelque chose qui est utilisé en politique et qui fonctionne, ça se voit. C'est malheureusement souvent pas pour les bonnes causes. On va reprendre l'exemple de Donald Trump qui, par ses slogans ingénieux et très drôles, si l'on veut, que ça fonctionne, les gens adhèrent, ça marche sur une partie de la population. Et si on réussit à utiliser cette touche d'humour sur des causes un peu plus nobles, j'ai envie de dire, sur un travail scientifique, quelque chose de fondé, ça aidera plus que certainement à l'information, à la transmission de faits, je pense. Bon, William, il va falloir creuser la piste. Ouais, je voulais rajouter un point. Par exemple, il y a un certain nombre d'influenceurs, on va appeler ça comme ça, puisque c'est un terme à la mode, mais donc de professionnels de santé qui, face à toutes les conneries qui ont pu être dites au moment du Covid, se sont dit il faut faire quelque chose. Alors ils ont fait des petites vidéos sur Instagram, etc. Il y a par exemple une infirmière, une biologiste, des pharmaciens, etc. Et ils ont essayé, parce qu'ils n'avaient pas l'éthos du journaliste derrière eux, donc il n'y avait pas ce poids voilà, il faut respecter. Et puis alors, en plus, journaliste au monde, il y a le poids du monde aussi, donc forcément. Et qui se sont essayés à ça, avec le côté des petits montages un peu drôles, et puis le côté aussi, justement, montrant la démonstration par l'absurde. Bon, alors, si on va jusque-là, alors voilà, c'est à quoi ça aboutit. Et quand même, ça aide à faire réfléchir. Et c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je dis... En fait, le fact-checking, le problème du fact-checking, c'est le syndrome, alors ça va parler aux gens ici, c'est le syndrome Colombo, au sens de l'inspecteur Colombo. Colombo,
c'est pas la première fois dans l'histoire du roman policier que ça arrive, mais le truc, c'est que on commence par la scène de crime. Donc, tout le monde sait qui est l'assassin. La question n'est pas là, contrairement à la focalisation habituelle, qui est une focalisation enquêteur. Le lecteur lit en même temps que l'enquêteur, et on aimerait bien, et peut-être même qu'on va réussir à savoir avant l'enquêteur, on va avoir qui a tué, parce qu'on a l'impression en tant que lecteur Bon. Là, on nous livre clé en main, voilà, l'assassin c'est lui. Et tout le jeu, c'est le jeu intellectuel de chat et de la souris entre Colombo et l'assassin pour savoir qui, comment, etc. Avec en plus une dimension sociale, puisque Colombo, c'est le crasseux qui a une voiture toute pourrie, qui a toujours son impair, qui passe toujours pour un débile, alors qu'il est supérieurement intelligent. Je vous renvoie notamment à l'épisode où le meurtre a eu lieu dans un groupe de surdoués et où on lui fait savoir que manifestement, il aurait toute sa place ici. Bon. En fait, donc, face au mépris social dont il est l'objet, voilà. Bon. Et qu'est-ce qui nous plaît quand on regarde Colombo ? Ce qui nous plaît, c'est ça. C'est la manière dont Colombo tisse sa toile, comment l'autre va plonger dedans, comment l'autre pense. Voilà. Et finalement, qui est le plus intéressé par le fact-checking ? C'est ceux qui regardent Colombo. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà convaincu que c'est faux. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver des arguments et de voir comment les journalistes vont nous aider à pouvoir, après, dans les discussions sociales, etc., pouvoir dire « Mais si, c'est faux. D'ailleurs, j'ai lu un excellent papier de William Oduro là-dessus. Voilà, top, les décodeurs du monde. » Bon, voilà. Hein ? Oui, ça devait être quelqu'un d'autre, pardon, puisqu'il était bon. Donc, voilà. Et finalement, alors du coup, je dis, quand je suis un peu décidé à provoquer, je dis le fact-checking, ça sert à rien. En fait, je ne le crois pas, mais c'est vrai que ça cible quand même déjà des gens qui sont plutôt préconvaincus parce que ceux qui, de toute façon, ne veulent pas, n'iront jamais lire. Voilà. Et si on veut toucher public, moi, ça fait très longtemps, quand j'étais président de The Conversation France, le site d'information où ce sont des universitaires qui écrivent, on avait candidaté à Carnegie pour une demande de fonds sur la lutte contre la désinformation. J'avais dit, ben voilà, notre principe, ça sera simple, on répond sur la même modalité que celui qui a diffusé. C'est une petite vidéo Facebook, on fera une petite vidéo Facebook. On l'a trouvé sur un machin, on le fera sur truc. Enfin, vous voyez ce que j'avais dit, on utilise les mêmes armes que l'adversaire. C'était ça un des principes. Si c'est une vidéo de 2 minutes, il faudra répondre en une vidéo de 2 minutes. Enfin, je caricaturais un peu, mais à peine. En me disant, justement, il faut réutiliser. Et à la Fondation Descartes, qui est une fondation de lutte contre la désinformation dont je fais partie du conseil d'administration et conseil scientifique, on avait organisé avec l'école de médecine à Paris un colloque sur la désinformation en santé. Et justement, on avait invité un certain nombre d'influenceurs, on va dire ça, et qui étaient très sensibles à cette idée que, justement, ils étaient là où ils sont parce que c'est là qu'ils avaient vu beaucoup de bêtises passer et que donc ils s'étaient dit c'est là qu'il faut que je réponde, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté, il y a un vrai obstacle à lever, mais on retombe sur la fameuse loi de Brandolini. Donc Brandolini est un collègue italien, mais c'est par ironie, on a appelé ça la loi de Brandolini, mais le fait que l'énergie nécessaire pour débunker une connerie est inversement proportionnelle au peu de secondes qu'il faut pour dire n'importe quoi. Oui. Je m'abstiendrai de tout commenter, mais c'est terriblement vrai. Un dernier round avant de vous céder en saluant l'arrivée de Youn et parmi nous également. Est-ce que... alors, le monde de certains réseaux sociaux nous a un peu amené pendant tout un temps à être forcé de aimer ou ne pas aimer, like ou dislike, donc le système du pouce dressé ou du pouce baissé, dans un monde un peu binaire, de la réaction binaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, avoir de l'esprit critique en temps de guerre, où il semble qu'il faut choisir son camp? So, firstly, it is incredibly important to choose a side.
I have to think of the words of Dante, that the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality. So it is important in times where there's a crisis to choose your side and to choose it firmly. But you can, of course, retain critical thinking throughout there. You're choosing a side, not a cult. I myself am a member of the Democratic Party here in Luxembourg. So when there's an election, of course, I'm hoping that the Democratic Party gets the most votes. Does that mean that I agree with everything the Democratic Party says? Of course not. I mean, how can I, right? There are many propositions. There are thousands of members. We're never going to find a consensus on every topic. Taking a side doesn't necessarily mean going blind headfirst into whatever side you're going into. And criticizing that side doesn't necessarily mean weakening it. If you criticize it, first of all, privately with the people you want to raise it with, you can even strengthen the side, because the more ideas, the more refined the side gets, the stronger it will be, and the better it will be able to withstand the crises that it faces. So in wartime, for example, in the Second World War, the actions taken by Winston Churchill in India were reprehensible. They were unacceptable. It amounts to genocide. But does that now mean that we're not going to take the side of the Allies anymore in the Second World War against the Nazis? Of course not. But to then stay silent about the actions of the British in India would also be a mistake, because then you betray the values of your own side again. Of course. So you have to strike a balance between supporting the broader values of the side that you choose, in that case, fighting Nazism, defending liberty and democracy, but not falling headfirst into traps like supporting everything the side says and treating it like a cult and saying that everything that they say must be correct. And you have to be able to criticize what your side does, what your camp does. And in criticizing it, if you criticize it well, if you criticize it thoughtfully, not if you go on Twitter and you tweet out 40 words about, how stupid Winston Churchill was, it's not doing anything, you can even strengthen your side because you root out its weaknesses before your enemy does, and you get things done the right way. Mm-hmm. I partially disagree with that sentiment, because simply you do not always have to choose a side. You do not always have to fall into the binary of pro or contra. We see this with a very emotional conflict that has been going on for about 70 years now in Palestine or Israel. And many people choose a side even though they're not properly informed, even though they don't actually know what's really going on, why people on the fields act in the way they do. So when we tell them you have to choose a side, even though you're able to criticize that side later on, you still push them to choose a side, even though they're malinformed and they're not able to be independent in that decision. This also comes to maybe to the example of the Allies or fascism in the Second World War. Because at that point, it's of course in our view of today, it's incredibly binary. On one side, we have genocidal regimes who decided to just simply eradicate peoples for their name or for their looks. But at the time, you could have still criticized the Allies for their action, yet no one really didn't, because they fell into the binary of pro or contra. Once you're in there, once you have to choose a side, once it's us against the enemies, you're quite hesitant to criticize, because others will forcefully remove you from that group, maybe. And if we reinforce the notion of the binary, if we reinforce the notion of pro-contra, we also reinforce that behavior. It is healthy to be undecided. It keeps us from being radicalized. Also, the example of Germany in the 20s and 30s, there was a time of crisis. People were radicalized. People chose a side. Either they voted for the communists or the Nazis. In the end, the Nazis won. But what if people just kept cool? What if people were more undecided for the two sides? What if people voted more for the center parties? Then we wouldn't have this mess, or have had this mess with the Nazis. I don't think we have to choose two sides in a conflict. I think it is healthy to be undecided and to know when you don't know,
and to be more for a simpler path than conflict. Yeah, I mean, to a certain extent, I agree, but that's making the decision that there are always binary sides that people have to choose. I think you referred to the conflict in Palestine and Israel. Of course, there is the possibility of choosing either the Israeli side or the Palestinian side. But if you refuse to choose either one of those sides, that doesn't mean you don't take a side. You can decide that, one, you're against the genocidal regime of Netanyahu, which, if you have a conscience, you should be, and also against Hamas, which is a terrorist organization, which, mind you, was created with help from the Israeli government. That doesn't mean you're not taking a side. You can be very firmly against any groups which decide to kill people indiscriminately based on a larger group that they belong to. You made the reference to Germany. If people had voted for the center, then they would have picked a side. Not one of the two traditional sides, but their sides would have been the center parties. In the US election, between Donald Trump and Kamala Harris, more people who were eligible to vote didn't vote than voted for either candidate. All those people decided not to pick a side. And if they had decided to pick a side, they would have voted, according to opinion polls, overwhelmingly in favor of Kamala Harris, and we wouldn't be in the situation we are now with Donald Trump in the White House. You shouldn't always reduce things to a binary. You should stand for your values, and you can acknowledge that those don't always fit into a binary, of course. But that doesn't mean that you have to stay undecided. That doesn't mean that you have to say, well, let's not choose something to be strongly on the side of. I think that especially in the case that you mentioned in Israel and Palestine, being against genocide and murder is a perfectly good side to choose. And that just because you're not against Israeli murder or just against Palestinian murder, that doesn't mean you're not choosing a side. There are many, like in the non-aligned movement during the Cold War, that was a side. It wasn't one of the sides that we typically associate the Cold War with, but it was a side. And it's important, firstly, alone you're not going to manage, so you have to find a camp somehow, either by convincing people, by joining a pre-existing group, and then pushing it in a direction that you'd prefer, but somehow you need to find enough weight to make a change. And somewhere in that process, you're going to have to choose a side. And the important thing is to think critically so that you don't fall into that trap of deciding that the sides are binary and that it's a choice between either this side or that, this side or that side or no side. Because then you fall into the trap of thinking, if I don't fit with this person and I don't fit with this person, then I shouldn't participate. So it's important to acknowledge that there are more sides than the binary, but you do have to choose one. Last word for today. Ping pong party, very interesting. I like it. I think few arguments or examples stated here are not exactly pertinent to the question, because the question was about a binary. And in the American system of elections, people are forced into the binary, and when people are forced into the binary, we have the problem we have today, which was sort of my point. People were sort of forced to choose between two sides. And most of them just didn't, because they didn't feel convinced enough to do it, which is their right. And what if they voted for some, let's take an example of someone who was not convinced and in the end voted for Trump. I mean, you made the argument of undecided voters who could have voted for Kamala Harris, but they also could have just voted for Trump, but they didn't because maybe they didn't feel convinced enough or informed enough, which is healthy. So you have to take these two aspects inside here. Also, of course, in the conflict of Palestine and Israel, when you, on one side, criticize Israel for its procedure in Gaza and also criticize Hamas for their attacks against Israel, then you're maybe taking a side in these tiny, tiny, tiny conflicts or these tiny, tiny questions, but not a side in the larger conflict, between the Palestinians and the Israeli government.
Because you're right in the middle. You don't agree with most of the Israeli government's points, and you don't agree with most of the Hamas's points, which makes you undecided. And of course, the point with the unaligned movement, well, it doesn't really exist anymore today. Most of them chose sides in the end. And that also wasn't healthy, because the Cold War was binary. And maybe a non-aligned movement would have been more healthy for the world situation. But in the end, it just sort of dissolved. And then we also had conflict again. So in the end, every time there's a binary, there's going to be conflict. And a conflict can only be resolved when there are more than three arguments, 3 points, 3 parties at a time. Because only then can an agreement between 2 opposed positions be actually made. Because if there's a binary, there's always going to be a winner and a loser. With 3 parties, you don't necessarily have winners and losers, because if everybody holds a third of the share, then there's going to be a need for compromise, and compromise is always healthy for a stable system. And as the question was about the binary system of social media reinforces that view of winners versus losers, having more likes or more dislikes. And that is fundamentally unhealthy for our minds, because then we also think in the real world only about winners and losers. Trump himself declares himself always a winner. He's always a winner. The others are always losers. There's never a compromise where both can come out as winners or where both are losers. So social media in that regard, again, endangers the minds of the society and endangers democracy at its whole again. So that was so far very interesting, and I should conclude that, critical spirit is also sometimes to agree to disagree. So we had those several points. Pour tous ceux qui en auraient douté, je peux vous assurer que nous venons ici d'assister à une belle démonstration de joute d'esprit critique et en tout cas aussi de joute oratoire que je serais ravi d'avoir de temps en temps dans la bouche de personnes, on va dire, plus âgées. Donc je voudrais remercier évidemment nos intervenants. Pas d'autres regrets autour de la table. Puis-je me permettre de leur proposer donc... Oui, rapidos. Oui, très très rapide. En fait, j'ai pas eu l'occasion de le dire. On a beaucoup parlé de Donald Trump, etc. En fait, moi, la notion que je trouve plus intéressante par rapport à l'idée de mensonge et de vrai, c'est bullshit. Bullshit, qu'on peut traduire par connerie, ou quelque chose comme ça. En fait, Donald Trump, il est au-delà du vrai et du faux, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'un menteur, il sait quel est le phare de la vérité et il s'en détourne, il la contourne, enfin bref, au mieux de ses intérêts. Donald Trump, il est ailleurs, il est dans le bullshit, c'est-à-dire quelque chose qui s'affranchit totalement de tout rapport à la vérité, en vérité. Et c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça qui fait aussi la difficulté de le contrer, parce que finalement, faire du fact-checking sur des propos de Donald Trump, ça n'a aucun sens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à s'imposer comme personnage avec ce point de vue-là, qui n'est pas celui d'être un menteur compulsif, mais celui d'être ailleurs et qui dit, sans que ça puisse être contredit, je suis l'homme le plus intelligent de toute l'histoire de l'humanité, donc personne ne va faire le fact-checking du QI de chacun pour savoir si, etc. Il est ailleurs, quoi. Et ça, c'est aussi, ça rend un peu savonnette par rapport à tout ça. Et moi, je voulais dire aussi... je suis époustouflé par le niveau de maturité des élèves d'ici. Et je vous félicite. Enfin voilà, et en tout cas, on est sûr d'une chose. Faut-il l'esprit critique, tout ça, mais visiblement au lycée Athénée, il est très bien enseigné. Bon, je peux même vous garantir que les prochaines équipes d'Erelux, vous avez des candidats intégrés. Bon, quoi qu'il en soit, je vais donc vous demander à vous trois de tirer des conclusions ou de nous faire une part d'une communication de votre sentiment sur cette journée, au terme de cette journée. What do you would like to add to our
conclusions or, I don't know, whatever. I think we've heard some interesting contributions today, which were obviously informed and by some people with incredibly impressive resumes and positions they hold today. And the different viewpoints presented, or the different facets of the same issue, were incredibly informative in a way that we would not really be able to experience on our own independently just by reading. Experts can always outline their complicated topics they work on in a simple way if they really want to, and I think we've heard some of that today. And I'd say that we could all bring something with us from today in other discussions in our daily lives, or maybe in our political involvements, in that we learn that we should be more conscious about these different facets, and that this danger or this phenomenon of social media is more than just entertainment and is more than just funny cat videos on the internet. Comment? Ayant participé toute la journée à ce qui a été présenté, j'ai envie de dire qu'on a eu une présentation très théorique, en tout cas, de ce qui est de l'esprit critique, de la démocratie, et que nous arrivons à un moment où il est temps d'agir ensemble, d'arrêter de tout le temps parler de l'esprit critique en théorie. On est une espèce incroyablement intelligente, on arrive à créer des télescopes qui voient à des années et des années-lumière d'ici, mais pour décider de si oui ou non les téléphones doivent être utilisés au lycée, on n'y arrive pas. Et c'est frustrant de voir que notre incapacité à travailler ensemble nous ralentit tellement dans un moment, dans une époque où tout va si vite et où on est sous une énorme pression, l'énorme pression du temps. Donc j'espère qu'on verra dans un futur plus que proche des décideurs, des politiciens qui arriveront à nous présenter des idées et pas des théories. Je vous remercie d'ailleurs pour votre interpellation tout à l'heure. Je pense que, par ailleurs, je ne vous explique pas, si vous n'arrivez pas à avoir des décisions sur les téléphones, quand il s'agira de savoir si vous pouvez utiliser les intelligences artificielles à l'école, alors là, je ne vous explique pas. Vous serez déjà parent vous-même. Bon, Maximilien. Mais c'est heureusement. I'm totally on the same page as Com. I mean, a lot of the analyses we heard today were very interesting, but if you allow me to be a little bit critical, I'm a bit disappointed that there weren't more conclusions drawn from them. Lots of speaking, lots of theory. And in terms of proposals, not much. Not from the Minister of Education, who spent 15 minutes up here telling us everything that he's doing right, and nothing that he could do better, which implies, of course, that he's perfect, which, no comment. And I think his time would have been better taken if he came here and proposed ideas, proposed how to fix the problems that there clearly are. Same for our headmaster, Mr. Heiser, with all due respect. It's not good enough to come here and say, look, we're doing this, we're doing this, we're doing this. What are you going to do in the future? And I think it's time that we start having these discussions seriously, because it's clear, given the rise of the far right and extremists all over the world, that we're not doing enough. And it's very easy to say, oh, the youngsters, they're on TikTok all the time, so they're not paying attention. But first of all, we didn't create TikTok. Secondly, we're not educating ourselves. Adults are educating us. And while I don't want to throw off responsibility, because of course it's our responsibility to find information ourselves and to develop our critical thinking ourselves, it's also the responsibility of those who teach to teach the youngsters the correct way. And never, ever, ever in the life of a human being is there a better time to instill critical thinking than in school, both primary and secondary, and to spend instead that time memorizing information, regurgitating it, and forgetting it the next day. In 7 years,
where you could develop research skills, where you could develop critical thinking skills, where you could undertake projects. That's a waste of time. Who here remembers the chemical reaction for photosynthesis? Hands up. No one, right? I know it now, but in a year I'll have forgotten it, because when would I, right? And already I'm in the IB system, so we do a lot more projects already. We write a lot more essays than in the national system, but even then there's a lot of work to be done. And I think that there needs to be a comprehensive reform of the education system so that it's based more on projects and more on doing and more on action than sitting there listening to someone speaking for 50 minutes, which, while they might have many very interesting things to say, will have forgotten in 2 hours and definitely won't remember in a year. So I hope that we start moving more towards a system where we're empowered to act and less towards a system where we're forced to listen. Oui, mais ça, c'est un grand classique. Chers amis d'Erelux, je veux dire de tous les ministres en règle générale, chers amis d'Erelux, merci de nous avoir de m'avoir permis, voilà, de participer et d'entendre ceci. Je vous suggère d'ailleurs pour l'an prochain peut-être d'inverser le style d'intervention, c'est-à-dire de proposer aux jeunes d'être les keynote speakers et puis d'être challengés par l'un ou l'autre invité qu'ils mettront au pied du mur. Voilà. Thank you for all. Thank you everybody. Thank you so much.